Une femme dans un monde d'hommes. Notre invitée diaspora a été élue femme de l'année dans le secteur automobile. Animée par ses passions, Sarah Diakité Kaba s'est toujours distinguée là où on ne l'attendait pas. Toujours avec ce souci d'innover. Aujourd'hui, elle réinvente la technologie dans les voitures au sein du groupe français PSA Peugeot. Mais vous allez voir, son parcours nous réserve encore quelques surprises. Bonsoir Sarah Diakité Kaba. Bonsoir. Alors, on a l'habitude de revenir dans ce rendez-vous diaspora sur ce qui a fait un peu le sel de votre enfance. Votre père est d'origine guinéenne, votre mère vient de la Guyane française. Vous, vous êtes né à Paris. Comment on se construit avec ces identités multiples? Alors, c'est une excellente question. C'est pas simple, hein, donc merci de me l'avoir posée. Effectivement, quand on a un père originaire de Guinée, de religion musulmane, et une mère plutôt d'Amérique latine, de religion catholique, déjà, a priori, on part avec un background culturel un peu plus riche, on va dire, que peut-être d'autres parcours. Et puis ensuite, en grandissant en France et notamment en faisant mes études à Paris, j'ai pu me confronter à tout un tas de problématiques culturelles qui sont un peu spécifiques aussi à la situation de Paris, qui est un endroit vraiment très cosmopolite, où justement on fait de très belles rencontres et on s'ouvre à beaucoup d'opportunités. Ça a été mon cas en tout cas pour ce qui m'a conduit à faire du design industriel par la suite. Est-ce que vous aviez un rêve d'enfant ? Oui, je pense que je l'ai toujours, parce qu'il n'est pas complètement réalisé. Je voulais faire de la musique. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir la musique petite en faisant le conservatoire dans un premier temps et puis ensuite en développant une activité de designer sonore pour des compositions, pour des défilés de mode, des spectacles de danse contemporaine, des choses comme ça. Mais c'était pas évident d'en vivre parce que c'est une activité assez saisonnière. Hein. Les défilés, c'est printemps, été, automne, hiver. Et puis entre les deux, des fois, c'est pas évident. Et ce rêve, je l'ai toujours. Et donc c'est plutôt un loisir que je pratique un peu à côté, on va dire, mais c'est plus forcément... c'est pas forcément la pratique professionnelle que je vise aujourd'hui. Alors on va revenir sur votre enfance. Qu'est-ce qu'il vous racontait, votre père, de son pays, la Guinée ? Beaucoup de choses. Alors mon père était très impliqué dans la politique, tout comme ma famille côté paternel. Donc on parlait beaucoup de politique à la maison, beaucoup d'art primitif également, parce qu'il avait une petite passion, il était collectionneur d'art primitif. Et donc la Guinée, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois des problématiques politiques assez complexes, beaucoup de luttes de pouvoir, puis c'est aussi une dimension culturelle très très riche, avec la musique qui prenait beaucoup de place dans notre vie de tous les jours, et puis aussi une forte exigence vis-à-vis de ce que des personnes comme moi, comme mes frères, comme mes sœurs, qui avons fait nos études plutôt en métropole, pourraient avoir à proposer ensuite au territoire africain. Et justement, à quel âge vous êtes rendu pour la première fois en Guinée ? J'avais 15 ans, donc j'étais assez jeune. J'avais été agréablement surprise par le paysage, que je trouvais juste merveilleux. J'avais été également surprise par le fait que voilà, je ne parlais pas forcément la langue, je ne parle pas toujours d'ailleurs la langue de mon pays, le malinké, et que du coup il y avait une vraie problématique, une vraie barrière de la langue qui faisait que je n'étais pas perçue comme guinéenne par mes compatriotes. Et du coup, j'étais toujours un petit peu déroutée à l'idée que je puisse être considérée comme française avant d'être considérée aussi par mes origines guinéennes. Donc cette première rencontre, elle était vraiment faite à la fois ce côté très merveilleux lié à la nature, et à ma famille qui est très nombreuse et aujourd'hui, très riche culturellement. Et voilà. De ne pas parler malinké, c'est un regret pour vous aujourd'hui ? Oui, c'est un regret, bien sûr. C'est toujours un regret de ne pas parler la langue paternelle. Alors, je parle plutôt la langue maternelle, mais c'est vraiment un regret de ne pas parler la langue paternelle. Donc on va revenir sur votre parcours à présent. Alors élève au conservatoire, c'est d'abord la musique qui vous passionne. Finalement, vous ferez des études de design. La créativité, c'est un peu le fil rouge de votre parcours, non ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on peut s'exprimer de plein de manières différentes en créativité. En tout cas, on peut exprimer sa créativité de manière différente. La musique, ça a été une partie de cette expression. Je suis assez bricoleuse, on va dire, donc j'aime bien aussi tout ce qui est un peu scientifique, tout ce qui est lié au prototypage, aux choses qu'on fabrique soi-même, etc. Et puis le design, finalement, c'était une manière pour moi de faire la synthèse entre des activités plus artistiques que je pratiquais d'un côté, et puis une petite passion comme ça pour les choses un peu plus de l'ordre de science de l'ingénieur. Voilà. Le design, c'est vraiment un métier qui fait la synthèse entre la technique et aussi l'esthétique, une forme d'esthétique du monde. Et justement, alors, après plusieurs années dans le monde du design, vous êtes recruté en 2011 chez PSA, le deuxième grand constructeur automobile européen. C'était quoi ? C'est quoi votre mission aujourd'hui ? Alors, effectivement, quand j'ai été recrutée par PSA en 2011, c'était pour monter un laboratoire de recherche sur l'innovation par les usages. Comment, en prenant en compte les problématiques des utilisateurs, les besoins de chaque type de conducteur, on pouvait aller proposer des innovations très différentes que simplement des innovations technologiques.
Donc je suis rentrée pour faire cela. Ça m'a amené ensuite à développer cette activité d'innovation par les usages dans plein d'autres champs d'application de l'entreprise, pas que l'automobile au sens véhicule. Et puis par la suite, donc il y a 2 ans, j'ai été nommée directrice opérationnelle des interactions machines. Alors on va expliquer ce que c'est après. Pour les cockpits, donc les bosses de conduite et les systèmes infotainment, l'ordinateur de bord, tout ce qui permet d'interagir avec la voiture. Et donc mon métier aujourd'hui, c'est d'animer des équipes, ils sont plusieurs centaines dans le monde, pour justement arriver à concevoir ce dialogue intelligent entre un homme, un objet roulant, en l'occurrence un véhicule, à travers un système qui est l'ordinateur de bord. Donc en gros, on fait des volants, on fait des boîtes de vitesse, on fait des écrans, tous les boutons, tout ce qui permet vraiment de commander, de piloter la voiture, ce sont mes équipes qui le font. Alors comme vous l'expliquez, vous êtes aux commandes d'une équipe internationale de plus de 300 personnes. Est-ce que vous avez senti parfois un malaise, une gêne parce que vous étiez une femme? Parce que non, dans le secteur jamais. Automobile, il y a très peu de femmes. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins de femmes que dans d'autres secteurs, je le dirais comme ça, je pondérais un peu, parce que c'est pas forcément lié au secteur automobile. La faible représentativité des femmes est aussi liée aux faibles représentativité des femmes dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, où il n'y a que 20%, à peu près 20% de gens féminines formées dans les écoles techniques. Donc forcément, après, dans les entreprises, on n'en retrouve pas beaucoup plus que 20%. Donc c'est pas une gêne en soi. Ce qui est dommage pour un groupe comme le groupe PSA, en tout cas, ou pour tout groupe industriel, c'est de pas, de se priver quelque part de toute une partie de ses talents, parce que le talent n'a pas de genre, donc a priori, voilà, les compétences techniques non plus n'ont pas de genre, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un genre qui soit surreprésenté plutôt qu'un autre dans une entreprise. Donc c'est plutôt ça que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est un monde accessible, le monde de la technique, le monde du design, de l'ingénierie, de l'industrie automobile qui plus est. Mais c'est vrai qu'il faudrait encore que les femmes aient plus envie, on va dire, de se tourner vers ce type de parcours. Alors vous avez été élue femme de l'année 2017 dans le secteur automobile par l'association Waze. Ça représente quoi pour vous ? Alors ça représente une grande fierté pour mes équipes, parce que je le prends vraiment au titre de l'équipe. Encore une fois, faire une voiture et qui plus est un cockpit à l'intérieur de la voiture, c'est pas un travail d'une seule personne, loin de là. Donc j'incarne quelque part le travail de l'équipe et à travers ça, je reçois le prix pour eux, dont je suis vraiment très fière de la qualité de leur travail. Ce sont des personnes de plein de parcours différents, eux aussi, même s'ils ne sont pas là sur le plateau avec moi aujourd'hui. Mais voilà, vous avez des ingénieurs, des ergonomes, des développeurs, des designers, des prototypistes, voilà, plein de profils très divers et variés qui font ensemble des choses assez extraordinaires comme des interactions machines. Et finalement, cette force, cette énergie, vous la mettez aussi à contribution dans d'autres projets. Notamment, vous travaillez en ce moment à la création d'un réseau social panafricain avec d'autres start-upers. C'est quoi l'idée ? Alors, j'ai été contactée par une artiste du nom de Bams, qui est son nom d'artiste, qui est une chanteuse, qui a décidé, après avoir mûri sa réflexion, de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, et qui m'a contactée via LinkedIn, un réseau social professionnel, et qui m'a demandé, comme elle a demandé à beaucoup d'autres personnes, de l'accompagner dans cette cofondation d'un nouveau réseau social conçu par des personnes d'origine africaine, comme moi, pour l'Afrique. Pour l'Afrique au sens large, c'est-à-dire l'Afrique au sens worldwide qu'on peut trouver, qui peut s'incarner de plein de manières différentes, et dont le but, du coup, serait vraiment de mettre en réseau toutes ces communautés panafricaines, de diaspora également, dans le monde entier, pour échanger tout ce qu'on a besoin d'échanger, pour parler de nous, pour valoriser nos racines de manière très bienveillante. Et voilà, où que ces futurs utilisateurs soient dans le monde, ils auront la possibilité, via cette plateforme, ce réseau social, d'échanger culturellement, économiquement, tout un tas de choses qu'ils ont en commun, qui font qu'ils sont africains, finalement. On suivra tout ça de près. Merci beaucoup, Sarah Ndiakité Kaba, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.